Pour vous, quelle importance représente l'ouverture de la frontière arméno-turque? Pour moi, personnellement, c'est important, mais pas seulement pour moi, mais aussi pour l'Arménie. Est-ce seulement l'Arménie qui en a besoin? Moi, en tant que citoyen turc, appartenant à une communauté arménienne minoritaire, je veux évidemment qu'il y ait des liens avec l'Arménie, que les relations de notre communauté et de notre pays soient ouvertes de façon certaine. Deuxièmement, je veux qu'il y ait entre les peuples d'Arménie et de Turquie, disons, une normalisation. C'est nécessaire pour leur renouveau psychologique. Une telle chose est-elle probable? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si les deux parties adoptent une attitude démocratique, je pense que le passé ne deviendra pas incompréhensible. Ce journaliste arménien, citoyen turc, Hrant Dink, est un homme d'exception. Fondateur de l'hebdomadaire Agos, toute sa vie, il mène ce combat pour la liberté et la défense des droits de l'homme. Il se fait l'avocat du devoir de mémoire et de la réconciliation turco-arménienne. Il croit dans ce dialogue, en sa nécessité, en son urgence. Le rêve de Hrant, c'était d'abord un monde pacifique, que la Turquie puisse vivre dans la paix, à travers le dialogue, la solution des conflits, des intransigeances entre les peuples, le rapprochement et l'amitié entre la Turquie et l'Arménie. Moi, j'avais deux frères. J'avais environ 8 ans. Mes frères avaient 6 et 4 ans. Ma grand-mère était encore vivante à l'époque. Elle nous a amenés à l'église protestante arménienne de Gedik Pacha, à l'orphelinat qui se trouvait dans les sous-sols de l'église. Elle nous a emmenés là-bas car mes parents ont divorcé et nous, on n'arrivait pas à rester chez eux, ni l'un ni l'autre. On a vécu alors dans la rue. Dans l'orphelinat, en hiver, il n'y avait pas de problème. Mais en été, nous avions l'habitude de passer toutes nos journées dans le jardin de l'église. C'était un petit jardin en béton. L'administration de l'église a fait des démarches pour améliorer nos conditions de vie. Ils ont trouvé un terrain qu'ils ont acheté à peu près à 100 km d'Istanbul. C'était à Tuzla. Ce camp de Tuzla, fondé et dirigé par Hrant Güzelian, devient au fil des jours, par l'enthousiasme et le travail des enfants, un petit paradis. Dans le cas de Hrant, il aurait pu, sous l'influence des difficultés de son enfance et de sa famille, être atteint et complètement introverti. C'est tout le contraire qui s'est produit. Ses freins étaient abîmés, il ne fonctionnait pas, mais il a conduit très paisiblement la voiture de sa vie. Hrant a toujours eu en lui le souci des plus petits, des plus pauvres. Lorsque Hrant a grandi, il a suivi régulièrement les institutions scolaires et de l'Église évangélique arménienne et de l'Église apostolique arménienne. C'était un esprit très ouvert, très critique. Critique dans le sens où il n'acceptait pas facilement les injustices. Il a toujours une soif du vrai, de la vérité. Après des études en zoologie, littérature et philosophie à l'université d'Istanbul, Hrant gère avec ses frères une librairie et s'intéresse au monde de l'édition. Il aiguise sa plume en publiant des critiques littéraires dans les journaux de la communauté arménienne. C'est en 1977, à l'âge de 22 ans, qu'il épouse Raquel, une jeune fille de l'orphelinat de Gedik Pacha. Son mariage avec Raquel a été aussi très important parce que Raquel est une femme de Dieu
une personne qui réellement a cette communion avec le Seigneur. Et ensemble, je crois qu'ils ont pu former un couple, une famille avec leurs enfants, qui est interpellé parce que quelque part, vivre en Turquie, être d'origine arménienne et porter des valeurs en quelque sorte universelles, oui, je crois que son souci de la vérité, de la justice, à mon avis, est en lien avec d'une part son origine, faisant partie d'une minorité, mais également on peut parler de son éducation chrétienne, de l'influence des valeurs chrétiennes dans sa vie. C'est ainsi qu'avec Raquel, Hrant devient responsable à son tour du camp de Tuzla. Mais ce petit paradis sera fermé et saisi en 1983 par l'État. En 1980, son combat pour la justice lui fait connaître la prison, à une époque où les attentats du groupe arménien La Sala aggravent les réactions anti-arméniennes en Turquie. Dans les années 90, la radicalisation de la société et de la politique turque vis-à-vis des minorités lui fait saisir qu'il est temps de mettre la discrétion de côté et de défendre haut et fort les droits de sa communauté arménienne. Il est parfois pris pour un fou. Mais c'est en 1996 que Hrant Dink fonde le journal Agos, le Sillon en arménien, un hebdomadaire de 12 pages, 10 en turc et 2 en arménien. C'est la première fois qu'un journal arménien est publié en turc. En Turquie, ces 30 dernières années, le mot arménien était devenu dans les médias nationaux et dans la population quasiment une insulte. Arménien, le mot arménien, tout ce qui s'appelait arménien. À tout bout de champ, on déblatérait sur l'arménien. Et d'une manière générale, nous, on restait sans réaction. Alors on s'est dit, il faut que l'on sorte un journal turc pour se protéger face à ces mensonges et exagérations, et occuper ainsi une position de défense vis-à-vis de l'État, et faire connaître les intérêts de la communauté arménienne. Oral Çalışlar est journaliste turc à Agos et au quotidien Radical. Avec Agos, Hrant a commencé à se faire connaître. Cela lui a permis d'expliquer dans la presse et à la télévision ce que veulent les Arméniens, ce qu'ils ont subi et comment les relations entre les Turcs et les Arméniens peuvent s'améliorer. Hrant disait que c'est en acceptant sérieusement notre passé et en se confrontant à nos histoires respectives qu'une vraie relation peut être possible. Deniz Tuna est avocate turque pour le procès de Hrant Dink. Nous, que ce soit à l'école primaire, secondaire ou à l'université, nous avons grandi en ignorant l'existence de la question arménienne. On ignorait ce qu'on a vécu en 1915. Nous ne savions même pas qu'il y avait une question arménienne à résoudre dans la politique de la Turquie et de l'Arménie. Moi et ma génération, nous avons été mis au courant de cette question il y a seulement très peu de temps. Extrait d'une interview de Hrant Dink, publiée dans le quotidien Radical en février 2006. Mais que s'est-il passé en 1915 ? S'il faut mettre un nom sur ce qui s'est passé en 1915, il n'y a pas de place dans mon esprit pour le moindre doute à ce sujet. Mais je ne me soucie pas outre mesure de cette question d'appellation. C'est une histoire qui est intériorisée au plus profond de chacun de nous. Ce qui a été vécu a profondément marqué nos corps et nos personnes. Ceci est vrai pour tous les Arméniens.
Le pasteur René Léonian est président de l'Église évangélique d'Arménie. Avec sa femme Sylvie, il vit dans ce pays depuis 1994. Le génocide, c'est vraiment une histoire très triste pour les Arméniens. Et jusqu'à aujourd'hui, alors que plus de 90 années se sont écoulées, lorsque vous parlez à un Arménien, qu'il soit d'Arménie ou de la diaspora dans le monde entier, le génocide ne peut pas laisser indifférent. 1,5 million d'Arméniens ont été massacrés à ce moment-là, c'est-à-dire les 2/3 de la population arménienne. Les rescapés de ce génocide ont été exilés dans le monde entier. Ce génocide n'est pas une histoire passée et lointaine, il est présent jusqu'à maintenant. Quand j'étais petit, mon grand-père me racontait sans cesse, en parlant du génocide, comment mes oncles avaient été tués, comment le reste de la famille a laissé ce pays pour s'enfuir. Et c'est pareil pour chaque famille, ce qui signifie que dans chacune de ces familles, le souvenir du génocide est encore vivant. Fethiye Çetin est arménienne de citoyenneté turque. Elle est écrivain et avocate pour le procès de Hrant Dink. Hrant était un homme qui détruisait les tabous. Le tabou de Turquie, qui est considéré comme le plus important et le plus indestructible, c'est le tabou arménien. Et une des figures les plus importantes qui a ébranlé ce tabou, c'était Hrant. Hrant était l'une des figures qui a fait que 1915 puisse se discuter. Les Turcs sont inquiets du processus de reconnaissance du génocide arménien qui s'étend vers des cercles de plus en plus larges. Comment les Turcs perçoivent ce problème? Finalement, est-ce qu'un jour ce problème trouvera sa solution? L'administration de l'État, que nous appelons l'État profond, ne laisse pas libre, ne veut pas qu'on réfléchisse, qu'on parle librement sur ce sujet. Et elle augmente de plus en plus la pression. Et chaque fois que les parlements européens et ceux des divers pays dans le monde reconnaissent le génocide arménien, cela constitue une pression sur la Turquie. Le peuple, à son tour, subit une pression, pose des questions. Le génocide a-t-il eu lieu, oui ou non? Parce que le peuple a appris tout à fait le contraire. Il ne connaît pas la vérité. Elle a été cachée au peuple. Bien sûr, la vérité a été cachée au peuple. En revanche, on lui a appris le contraire. Et on a dit que ce ne sont pas les Turcs qui ont massacré les Arméniens, mais que ce sont les Arméniens qui ont massacré les Turcs. C'est ce que c'est le peuple. Les Turcs pensent qu'ils ont été trahis par les Arméniens. L'histoire que l'on nous a apprise, c'est cela. Nous n'avons pas tué ni déporté personne sans raison, pour rien. Ce sont eux, les Arméniens, qui nous ont poignardés par derrière. Les Turcs ont dans leur tête cette version de l'histoire. Et en plus de ça, être accusé d'avoir perpétré un génocide est une chose inacceptable pour eux, car ils ont une approche subjective de l'histoire. Ils connaissent l'histoire telle qu'on leur a racontée. Et ils ne voient pas la nécessité de discuter de ce qui est en effet la réalité. Ils ont créé un nouveau citoyen, une nouvelle identité qui est appelée turque, et celle-ci a son histoire, sa culture. Mais il s'agit d'une histoire, d'une culture artificielle. Et si cette identité devient inexistante par la révélation de la vérité de l'histoire, un séisme se produit. Si cette identité s'écroule, ce pays s'écroule. Je ne remets absolument pas en cause la réalité du génocide. Et ça, je le dis de l'intérieur de la Turquie. En vérité, ce terme, même dans ma bouche, n'a pas d'importance. Ce que je sais, c'est qu'ils ont pris et déporté de ces terres
un peuple qui y habitait depuis 4000 ans. Et c'est ce que j'ai dit aux députés du Parlement turc. Je leur ai dit, même si vous aviez pris et transporté ce peuple dans d'autres lieux, dans des avions en or, ces actes constitueraient encore un génocide, car vous avez coupé le peuple de ses racines, de ses terres et de la culture qu'il avait développée. Et si les Arméniens de la diaspora se battent autant avec vous et avec eux-mêmes, c'est qu'en réalité, ils cherchent leurs racines. Ils sont en conflit avec leurs racines que vous avez coupées. Ce n'est pas facile pour n'importe quel peuple de se confronter avec son histoire, surtout quand on parle du génocide. Ce n'est pas facile pour nous. Hrant Dink a eu beaucoup d'impact avec la publication du journal Agos, ainsi qu'en parlant dans les émissions télévisées et les conférences. Il a joué un rôle important pour briser les acquis enracinés en nous. Par exemple, si je prends mon cas, j'ai pris conscience que je ne connaissais pas bien les Arméniens jusqu'à ma rencontre avec Hrant. Pourtant, nous avons vécu avec les Arméniens. L'associé de mon grand-père était un Arménien, oncle Agob, un chaudronnier. Mais la vérité de leur histoire, de leur vie en Turquie, de leur identité, je l'ai apprise pour la première fois par Hrant. Pakrat Estoukiyan est journaliste arménien de citoyenneté turque. Il est membre du comité de rédaction d'Agos. On a vu que de nombreuses causes et revendications justes pouvaient devenir, par la force et la violence, injustes et perdre leur première visée. Hrant savait très bien que ce n'est pas possible par la force d'obliger quelqu'un à faire quelque chose. Il savait qu'il faut lui faire comprendre, qu'il faut l'amener à penser. Hrant n'a pas dit « il faut d'abord que vous appreniez et acceptiez que vous ayez fait le génocide et après on parlera ». Il n'a pas dit une chose pareille. Au contraire, il disait « venez et parlons ». Moi, je vais vous raconter ma famille, ma ville, vous raconter mon peuple, tout ce qui est arrivé, et vous aussi vous raconterez. Et moi, je vous écouterai. Mais écoutons-nous les uns les autres d'abord. Et c'est ainsi que pour Hrant, l'essentiel n'était pas d'affirmer ou de nier le génocide, mais de parler. Extrait d'un article écrit par Hrant Dink en juin 2006. Défendre le vivre ensemble, tel doit être notre seul objectif. Le vivre en parallèle n'a jamais pu tout au long de l'histoire apporter la moindre solution aux problèmes de ce monde. Krikor Agabaloglu est né dans une famille arménienne. Il a grandi jusqu'à l'âge de 18 ans dans les environs de Malatya, une ville au centre du pays. Aujourd'hui, père de 2 enfants, avec sa femme Maria, il est pasteur de l'église évangélique arménienne du quartier de Gedikpaşa à Istanbul. J'étais professeur d'histoire turque, j'avais terminé la faculté, mais le gouvernement ne m'a pas donné de poste. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de place libre. Mes camarades ont tous eu des postes dans des écoles turques, mais pour moi, il n'y avait pas de poste libre. Par rapport au génocide, on évoque de nombreuses raisons, mais nous qui vivons en Turquie, nous savons très bien qu'il y avait 2 raisons. La première est celle d'être arménien, l'autre d'être chrétien. Et jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est la même chose.
On nous dit toujours « Pourquoi tu ne deviens pas turc ? Pourquoi tu ne deviens pas musulman ?» Toujours, il y a ces deux pressions sur nous. On nous oppresse, on nous persécute. Aujourd'hui, dans l'église de Gedik Pacha, au centre d'Istanbul, ils sont arméniens et turcs ensemble, rassemblés pour prier pendant le culte avec le pasteur Krikor. Nous lisons dans la Bible que ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu a pouvoir sur tout. Si tu crois en Dieu, si tu fais confiance à Dieu, où que tu sois, quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, sache que ton Dieu qui est très puissant va te donner des victoires. Aie toujours confiance en Dieu. Le Seigneur m'a appelé, il m'a visité, je me suis converti. Oui, je vis dans ce pays, mon pays natal. J'y ai beaucoup souffert du fait que j'étais un Arménien, un chrétien. Mais quand j'ai connu Jésus, sa vérité, quand j'ai connu l'Évangile, à ce moment-là, j'ai aussi appris à pardonner. Pardonner et aimer, les deux choses ensemble sont très importantes. Jésus nous apprend ces deux choses. Est-ce que Hrant a des camarades, des amis turcs? Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils pensent au sujet de tes idées? J'ai beaucoup d'amis qui reconnaissent le génocide. Ils savent la vérité. J'ai également des amis qui ne peuvent pas reconnaître qu'un génocide a eu lieu, mais ils s'efforcent d'avoir une approche bienveillante. Ils ont des questions. Moi, en général, je les aide. Hrant était une personne qui croyait que changer la Turquie et le monde pouvait être possible. Vous pouvez rester seulement avec des gens qui vous ressemblent, vous pouvez toujours être avec eux, mais Hrant touchait des gens de différentes opinions. Il essayait de les transformer et croyez-moi, il était très, très efficace. Hrant était un vrai pont. Hrant était ce pont en Turquie entre les Arméniens et d'autres groupes ethniques. Dans le numéro d'Agos, daté du 23 janvier 2004, Hrant Dink écrivait à propos de l'identité arménienne. Les Arméniens ont essayé de vivre leur identité à travers une exigence de la vérité du génocide qui a fini par devenir l'essence même de leur identité. Mais le principal élément qui occulte la formation de l'identité arménienne et qui fonctionne comme une tumeur cancéreuse est l'obsession turque. Et le principal problème reste de savoir si les Arméniens seront capables de libérer leur propre identité de cette obsession turque. Pour nous qui vivons en Turquie, nous avons un médicament qui guérit ce traumatisme, celui de pouvoir vivre avec les Turcs. Cependant, sans cesse menacé par les forces de l'ombre, qui depuis toujours désirent le faire taire, Hrant Dink écrit. J'ai été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour un délit que je n'ai pas commis, à savoir une insulte à l'identité nationale turque, selon l'article 301. En mars, s'ouvrira le procès intenté à mon encontre pour avoir affirmé « cela est un génocide ». Sous l'effet de la désinformation nauséabonde, ils sont parvenus à créer une masse non négligeable de gens qui voient en Hrant Dink un homme insultant l'identité turque. Les disques de mon ordinateur regorgent de ces phrases chargées de colère et de menaces.
Qui sait à combien d'autres injustices je serai à nouveau confronté? Dans ses derniers écrits, il savait qu'il allait être tué. Il l'avait senti, mais c'est nous qui ne comprenions pas. En cet après-midi du 19 janvier 2007, Hrant Dink, devant les locaux de son journal Agos, est assassiné dans une des plus grandes artères de la ville d'Istanbul. Ce jour-là, l'une des voix les plus courageuses et les plus libres en Turquie s'est éteinte. L'épouse de Hrant Dink, Raquel, femme arménienne, s'exprime en turc devant toutes les chaînes de télévision publiques et privées de Turquie. Dans la Bible, en Jean 15, 13, Jésus dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Aujourd'hui est un jour nouveau où la lumière va surgir des ténèbres. Mes frères, c'est son amour pour la vérité, son amour pour la transparence, son amour pour ses amis qui l'ont emmené là. C'est son défi contre la peur qui l'a rendu grand. Qui, mon bien-aimé, peut oublier tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit? Quelle obscurité peut nous le faire oublier, mon bien-aimé? Est-ce la peur qui va nous le faire oublier, mon bien-aimé? Est-ce la persécution? Est-ce le plaisir et la jouissance du monde, mon bien-aimé? Non, aucune ténèbre ne peut nous le faire oublier, mon bien-aimé. Je t'ai écrit ma lettre d'amour, mon bien-aimé. Moi aussi, j'ai dû payer cher cette rançon, mon amour. C'est grâce à Jésus que j'ai pu écrire ces paroles. Rendons-lui la grâce qui lui revient, mon amour. Rendons à chacun ce qui lui revient, mon amour. Ils ont tué physiquement Hrant, mais ils ont été étonnés eux-mêmes que cet assassinat a d'un seul coup donné naissance à des centaines de milliers de Hrant. Le peuple s'est déversé dans la rue et a dit « On est tous des Hrant Dink ». Pour la première fois en Turquie, les Kurdes, les Arméniens, les Turcs de droite ou de gauche, on était tous là, religieux musulmans, islamistes ou de divers corps politiques. Pour Hrant, ils étaient rassemblés. On n'a jamais vu un tel rassemblement en Turquie, peut-être même depuis les années 80. C'était la première fois qu'on voyait un tel rassemblement. Moi, je trouve que c'est très important. Quand des personnes comme Hrant Dink essaient de nouer une forme de dialogue entre Arméniens et Turcs, cela nous oblige et m'oblige à nous poser quelques questions. Comment pardonner à quelqu'un qui vous a massacré, qui vous a tué, qui vous a fait du mal, alors que cette personne ne veut pas reconnaître sa faute? Est-ce possible? J'avoue que c'est un gros problème, c'est un grand problème, et pour moi aussi.
Et j'essaie, avec l'aide de Dieu, par la direction de l'Esprit Saint, de comprendre ce que Dieu attend en réalité de moi. Et j'ai compris la chose suivante. J'ai réalisé que Dieu m'aimait, indépendamment du fait que je lui demande pardon ou non. Le cœur de Dieu est un cœur de pardon. C'est une force qui libère. J'ai compris que si je suis capable de pardonner à mon ennemi, à celui qui m'a fait du tort, alors c'est moi qui suis libéré intérieurement. Cela ne change rien en réalité à la faute que le Turc ou qui que ce soit a commise vis-à-vis des Arméniens. Ça, c'est le problème entre la personne qui a commis la faute et Dieu. Moi, je ne peux pas résoudre ce problème, mais je peux résoudre mon problème intérieur, d'être libéré de ce poids de l'histoire. Lorsque j'essaie de parler de cette libération intérieure, dans mon rapport à Dieu, dans mon intimité avec Dieu, loin de moi la pensée de démissionner, loin de moi la pensée de mettre la question du génocide de côté. Et je continuerai aujourd'hui à œuvrer pour que la vérité, la justice soient annoncées par rapport à cette réalité du génocide. Si j'arrive à pardonner au Turc, même si le Turc ne me demande pas pardon, c'est d'abord une libération pour moi. Le pardon, c'est une force qui libère, qui me libère intérieurement. Pour ce mois, nous pouvons prier pour que ce rapprochement, ce dialogue, cette amitié entre les peuples turcs et arméniens puisse continuer à se construire dans la vérité et le pardon. La parole de ce mois est le verset 11 du psaume 85. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent.